Mes amis pensent que tu es un déclassement par rapport à mon ex. C'est mieux si tu restes à la maison, a dit ma fiancée, après que j'ai demandé pourquoi je n'étais pas invité au mariage de son ami. J'ai hoché la tête. Quand elle est partie, j'ai tout annulé et j'ai fait ses valises. Quelques heures plus tard, sa mère m'a appelé en hurlant. D'accord, Reddit. Prenez du popcorn et accrochez-vous. Ça va être intense. Je m'appelle Cole, 30 ans, un homme. Je suis compagnon monteur de ligne pour la compagnie d'électricité régionale. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, je suis le gars qui grimpe sur des poteaux de 12 mètres, au beau milieu d'une tempête de verglas, pour que vous ayez de nouveau de la lumière. Je suis le gars qui fait des tours de 16 heures pendant les ouragans, alors que tout le monde évacue. Je suis celui qui s'assure que les hôpitaux ne se retrouvent pas dans le noir, et que la machine à oxygène de grand-mère continue de tourner. Ce n'est pas glamour. Les horaires sont brutaux. Les conditions sont dangereuses, mais ça paie bien, et je suis doué pour ça. Je fais ça depuis 8 ans. J'ai grandi dans une petite ville, à environ 2 heures au nord d'ici. Papa était mécanicien, il travaillait sur des moteurs diesel, jusqu'à ce que son dos finisse par lâcher. Maman était infirmière aux urgences, elle travaillait de nuit pour pouvoir être à la maison quand on rentrait de l'école. Ils m'ont appris qu'on juge un homme à ses actes, pas à ses paroles. Sois présent, travaille dur, tiens ta parole, ne te plains pas, répare ce qui est cassé. J'ai pris ça très à cœur. À 28 ans, j'étais entièrement propriétaire de ma maison payée comptant, 3 chambres, un jardin correct, un garage détaché où je retapais des motos le week-end. Je n'avais aucune dette, un compte retraite solide, et assez d'économies pour tenir un an sans travailler. Puis j'ai rencontré Blair. Elle avait 26 ans quand nos chemins se sont croisés, lors d'un barbecue chez un ami commun. Belle sans même faire d'efforts. Brune, les yeux verts, un rire qui vous donnait envie de continuer à dire des bêtises juste pour l'entendre encore. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements pour un hôtel-boutique en ville. Elle organisait des séminaires d'entreprise et des réceptions de mariage. Elle avait ce côté professionnel très soigné. Nous avons parlé pendant 3 heures ce premier soir, debout près du feu, pendant que les autres devenaient bruyants et distraits. J'ai demandé son numéro. Elle me l'a donné sans jouer à des jeux. J'ai aimé ça. Elle avait l'air d'avoir la tête sur les épaules. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle sortait tout juste, depuis 6 mois, d'une relation de 2 ans avec un type nommé Preston. Preston était le genre de gars qui portait des chaussures bateau sans chaussettes et parlait de sa marque personnelle. Il venait d'une vieille famille riche, travaillait dans la société d'investissement de son papa, et traitait les femmes comme des accessoires à changer quand il s'ennuyait. Il avait trompé Blair à plusieurs reprises, la manipulait quand elle le confrontait, puis la larguait quand elle a finalement exigé des comptes. Il lui a dit qu'elle était trop dépendante, trop dramatique, et pas assez sophistiquée pour son cercle. La rupture a détruit sa confiance en elle et a laissé ses finances en ruine, car elle avait financé son train de vie à lui pendant qu'il empochait les revenus de son fonds fiduciaire. Blair était dans un sale état quand je l'ai rencontrée. Elle le cachait juste très bien. Sous cette apparence soignée, il y avait une femme avec des cartes de crédit plafonnées totalisant environ 19,000 $, une voiture qu'elle pouvait à peine payer, et une estime de soi qui avait été piétinée par un fils à papa avec un complexe de Napoléon. Elle vivait dans un studio exigu qu'elle pouvait à peine s'offrir, essayant d'avoir l'air de réussir tout en se noyant dans les dettes. Je ne savais rien de tout ça au début. Je savais juste que je l'aimais bien. Et apparemment, elle m'aimait bien aussi. Ou du moins, elle aimait ce que je pouvais faire pour elle. Notre première année ensemble a été géniale. Vraiment géniale. Elle semblait vraiment intéressée par moi. Elle venait chez moi le week-end et me regardait travailler sur les motos dans le garage, posant des questions sur les moteurs, même si je voyais bien qu'elle se fichait des motos. Elle me préparait des déjeuners quand j'avais des quarts tôt le matin, avec des petits mots glissés à l'intérieur. Elle a rencontré mes parents et les a complètement charmés. Ma mère l'adorait. Mon père a dit qu'elle semblait être quelqu'un de bien. Je faisais confiance à leur jugement. Quand elle m'a parlé de ses dettes, environ 3 mois plus tard, je ne me suis pas enfui, je n'ai pas jugé. Je me suis assis avec elle à ma table de cuisine et j'ai fait un plan. J'ai remboursé ses cartes de crédit en une seule fois. J'ai refinancé son prêt auto à mon nom pour lui obtenir un meilleur taux, puisque son crédit était fichu. Je l'ai aidé à établir un budget qui fonctionnait vraiment. En 8 mois, elle n'avait plus aucune dette pour la première fois de sa vie d'adulte. Je ne lui ai jamais reproché.
Ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je l'aimais, et je voulais que nous ayons une base solide. Quand on construit quelque chose ensemble, on ne tient pas les comptes. Du moins, c'est ce que je pensais. Après un an de relation, elle a emménagé chez moi. C'était logique. Son bail se terminait. J'avais de la place, et de toute façon, elle passait la plupart de ses nuits chez moi. Elle a rendu son studio, a mis ses affaires dans mon camion, et s'est installée. Elle ne payait pas de loyer. Je ne lui ai pas demandé de le faire. La maison était payée. Qu'est-ce que j'allais faire? Lui faire payer pour vivre avec moi? Elle payait les courses parfois. On partageait les factures d'énergie. Elle gérait les abonnements de streaming, vu que je ne m'intéressais pas à ces trucs-là. Ça fonctionnait. 6 mois après son emménagement, je l'ai demandé en mariage lors d'une randonnée, à son point de vue préféré, au coucher du soleil. J'avais gardé cette bague dans ma poche pendant 2 semaines, attendant le bon moment. Elle a pleuré, a dit oui, m'a dit que j'étais tout ce qu'elle avait toujours voulu. Je pensais avoir trouvé la bonne personne. C'est là que les choses ont commencé à changer. Les fiançailles ont semblé faire basculer un interrupteur dans le cerveau de Blair. C'était subtil au début. Des petites choses que je pouvais justifier. Elle a commencé à se soucier plus du mariage que de nous. Chaque conversation tournait autour des lieux, des fleurs, des codes couleurs et des plans de table. Je rentrais d'un quart de 12 heures, couvert de boue et de sueur, et elle me collait une tablette sous le nez, me demandant de choisir entre 2 nuances de blanc qui semblaient identiques à mes yeux épuisés. Je disais qu'elles se ressemblaient. Elle s'énervait, disait que je ne prenais pas ça au sérieux. La planification du mariage est passée à la vitesse supérieure environ 2 mois après les fiançailles. Blair a trouvé un lieu qu'elle adorait, une sorte de grange reconvertie à l'extérieur de la ville, qui facturait plus par heure que ce que je gagnais en une semaine. Nous avons versé un acompte, 5,000 $ de ma part, complété par ses parents qui insistaient pour contribuer. Son père, Gérald, semblait heureux de participer. Sa mère, Meredith, agissait comme si elle nous faisait une faveur en permettant à son argent de toucher notre mariage de paysans. Le traiteur, le fleuriste, le photographe, tout le reste a suivi. Ses parents ont couvert environ 8,000 $ au total. J'ai couvert le reste. Nous avons fixé une date pour le printemps suivant, 10 mois plus tard. Ensuite, ses amis s'en sont mêlés, plus précisément un duo que j'ai fini par appeler les jumelles Poison, Kendall et Aubrey. Elles étaient amies avec Blair depuis l'université, faisant partie d'une sorte de sororité qui créait apparemment des liens plus forts que le bon sens. Elles me détestaient toutes les deux, absolument, dès le premier jour, et elles ne prenaient même pas la peine de le cacher. Kendall était un agent immobilier qui vendait des appartements hors de prix à des types de la tech et pensait que ça faisait d'elle une magnate. Elle conduisait une BMW qui était certainement en leasing et s'habillait comme si elle allait à une fête sur un yacht. Aubrey travaillait dans la vente pharmaceutique et avait la personnalité d'un traitement de canal. Fausse comme pas possible. La première fois que je les ai rencontrés, dans un lounge hors de prix du centre-ville, Kendall m'a regardé de haut en bas et a dit « Alors, c'est toi l'électricien dont Blair nous a parlé ?» Je l'ai corrigé, j'ai dit que j'étais monteur de ligne. Elle a ri, de ce rire faux et aigu qui me donnait la chair de poule, et a dit « C'est la même chose, non ? Vous jouez tous les deux avec des fils. » J'ai laissé passer parce que Blair était assise juste là, et je ne voulais pas faire de scène. Avec le recul, j'aurais dû faire une scène. J'aurais dû dire à Kendall que la différence entre un monteur de ligne et un électricien, c'est comme la différence entre un agent immobilier et quelqu'un qui construit réellement les maisons. Mais j'ai gardé ma bouche fermée. J'ai essayé d'être le plus mature. C'était ma première erreur. Au cours des mois suivants, ces deux-là ont travaillé sur Blair comme des termites sur du bois. Chaque fois qu'elle revenait d'un brunch avec elle et il y avait toujours un brunch, elle était un peu plus distante, un peu plus critique, un peu plus concentrée sur ce que je n'avais pas au lieu de ce que j'avais. Elle a commencé à faire des commentaires sur mon travail. Elle a demandé si j'avais déjà pensé au management, quelque chose avec des horaires normaux et des vêtements propres. Je lui ai dit que j'aimais ce que je faisais. J'étais doué pour ça. La paie était excellente. La retraite était solide. Elle a soupiré et a dit qu'elle savait, mais que ce serait bien d'avoir un mari qui ne sentait pas l'huile de transformateur et ne rentrait pas à la maison comme s'il avait perdu un combat contre une fosse de boue. Puis sont venues les comparaisons. Elle mentionnait comment le petit ami de Kendall venait de devenir associé dans son cabinet d'avocat.
Comment le fiancé d'Aubrey l'emmenait à Santorin pour leur photo de fiançailles. Comment Preston a oui, elle a recommencé à parler de lui. Preston venait d'acheter un condo en centre-ville, dans ce nouveau bâtiment avec la piscine sur le toit. N'était-ce pas bien pour lui? Je grognais et disais, tant mieux pour lui. Mais à l'intérieur, je tenais les comptes. Mon pote Dicon a vu ça arriver avant moi. Dicon est mon meilleur ami depuis le lycée. On a fait des petits boulots d'été ensemble, on a fait des bêtises ensemble, on a grandi ensemble. Il est soudeur maintenant, possède son propre atelier de fabrication, ressemble à un motard avec sa barbe et ses tatouages, parle comme un professeur de philo quand il a eu assez de café, et n'a absolument aucun filtre. Il avait été sceptique à propos de Blair dès le début, l'avait qualifié de « projet à rénover » quand je les ai présentés, mais il avait gardé le silence parce qu'il respectait mes choix. Dicon a rencontré les jumelles Poison exactement une fois. J'avais fait l'erreur d'organiser un dîner avec les deux groupes d'amis, pensant que tout le monde s'entendrait bien. En 20 minutes, Kendall avait demandé à Dicon quel genre de voiture il conduisait. Il a dit un camion. Elle a demandé quelle année. Il a dit, il roule. Elle ne savait pas quoi faire de ça. Aubrey a essayé de l'interroger sur sa stratégie d'investissement. Il a dit que sa stratégie était de ne pas être fauché. Elles ont arrêté de lui parler après ça et ont passé le reste de la soirée à chuchoter à l'oreille de Blair. Sur le chemin du retour, Dicon m'a regardé et a dit, « Mec, ces deux-là vont être un problème. » Je lui ai dit qu'elles étaient inoffensives. Il a secoué la tête. Non, elle compte les points. Tout est une compétition, et là, elle regarde Blair et se demande pourquoi elle n'est pas en train de gagner. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire à l'époque. Environ 3 mois avant que tout n'explose, Dicon et moi étions à la pêche dans son chalet au nord. Juste nous deux, quelques cannes, une glacière pleine de sandwichs et de soda. C'était l'une de ces journées d'octobre parfaites, où l'air sent la fumée de bois, et où les poissons mordent vraiment. On était là depuis l'aube, on ne parlait pas beaucoup, on profitait juste du calme. Vers midi, Dicon a ouvert une boisson, a fixé l'eau pendant un long moment, et a finalement dit, « Tu sais que ta meuf change, hein? Bah, elle stresse juste pour le mariage. » C'est le cas de tout le monde. Il a secoué la tête lentement. Non, mec. Le stress te rend fatigué. Irritable, peut-être. Ce qui se passe avec elle, c'est autre chose. Elle te regarde comme si tu étais un problème qu'elle doit résoudre, au lieu de quelqu'un avec qui elle a vraiment envie d'être. Je lui ai dit qu'il était paranoïaque, qu'il ne l'avait jamais aimé de toute façon. Il a lancé sa ligne dans l'eau, l'a regardé couler. J'aimais qui elle était quand tu l'as rencontrée. Mais cette version-là a un public, et ce n'est pas toi, mec. J'aurais dû écouter. Je ne l'ai pas fait. Avance rapide jusqu'au moment où tout a implosé. C'étaient nos amis communs, Daniel et son fiancé, Trevor, qui se mariaient dans un endroit chic à l'extérieur de la ville. Blair était amie avec Daniel depuis l'université, faisant partie du même cercle social que les jumelles Poison. Je connaissais Trevor par le travail. C'était un chef d'équipe qui était passé au management quelques années auparavant. On avait mangé ensemble quelques fois. Un type bien, terre à terre. J'avais hâte d'aller au mariage. Je pensais que ça pourrait être bien pour Blair et moi. Nous rappeler ce vers quoi nous travaillions. J'avais loué un beau smoking. Je m'étais fait couper les cheveux. 4 jours avant le mariage, je suis rentré d'un quart difficile. Nous avions eu un transformateur qui avait explosé pendant une tempête de verglas, et j'avais passé 9 heures dans une nacelle à essayer de rétablir le courant dans une maison de retraite pleine de personnes âgées sans chauffage. 2 d'entre elles avaient été emmenées à l'hôpital pour hypothermie avant qu'on remette le jus. J'étais épuisé, déshydraté, et je portais environ 5 kilos de sueur séchée et de saleté sur la peau. Je voulais une douche et dormir. Ce que j'ai eu, c'est Blair assise sur le canapé avec ce regard sur le visage. J'ai laissé tomber mon sac d'équipement près de la porte et j'ai demandé ce qui n'allait pas. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit froidement. Elle a commencé par la mise en place, la longue excuse sinueuse avant le vrai sujet. Le mariage de Daniel, la liste des invités, à quel point les choses étaient serrées, comment le lieu avait des limites de capacité, comment il y avait des préoccupations de certaines personnes concernant l'ambiance de la réception. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. J'avais rencontré la plupart de ces gens. Ils semblaient corrects. Blair, viens en au fait, ai-je dit. Elle a pris une grande inspiration.
Kendall et Aubrey pensent que ce serait mieux si tu ne venais pas. Ce serait inconfortable. De plus, Preston sera là, et ça pourrait devenir gênant. Je l'ai fixé un long moment. Pardon? Comme vous l'avez entendu, Cole. J'ai demandé en quoi la présence de Preston avait un rapport avec ma venue. Elle a dit que c'était compliqué. Ses amis pensaient qu'avoir les deux là pourrait causer des tensions, que Preston faisait davantage partie de leur cercle social, et que ce serait bizarre d'avoir son fiancé actuel dans les parages alors que tout le monde connaissait mieux son ex. Donc, ta solution pour éviter le drame, ai-je dit, en gardant une voix calme, c'est de désinviter ton fiancé d'un mariage pour que ton ex-petite amie puisse se sentir à l'aise. Elle s'est tout de suite mise sur la défensive. Tu déformes mes propos. Ce n'est pas à propos de Preston. C'est à propos de la dynamique de groupe. Mes amis s'inquiètent que tu ne t'intègres pas aux autres invités et que tu te sentes déplacé. Tu n'auras peut-être rien à dire aux gens là-bas. Elle a fini par dire, et honnêtement, je pense qu'elles ont raison. Ce ne sont pas ton genre de personnes, Cole. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de protéger mes sentiments ou de m'épargner des conversations gênantes. Il s'agissait du fait qu'elle avait honte de moi. Je lui ai demandé directement, tu as honte de moi? Elle a hésité. Non, bien sûr que non. Mes amis pensent juste que Preston correspond mieux à ce genre d'événement. Ouais. Intéressant. Quoi? Tu es fâché maintenant? Non. Merci d'avoir clarifié les choses. Tu n'es pas obligé de le prendre personnellement. Vraiment? Comment veux-tu exactement que je le prenne? Parce que d'après ce que je viens d'entendre, tu as honte de t'afficher avec ton propre fiancé. Ce n'est pas vrai. Arrête de déformer mes mots. Je ne suis pas stupide, Blair. Tu viens de me dire que je ne suis pas assez bien pour tes amis. Mon Dieu, tu es tellement dramatique maintenant. Ouais, maintenant je suis dramatique. Tu sais quoi? Sa voix a craqué. Kendall a dit que tu es un déclassement par rapport à Preston, et Aubrey pense la même chose. Alors, oui, bien sûr que je suis embarrassée, a-t-elle lâché. Puis elle s'est reprise, a essayé de faire marche arrière. Je veux dire, ok, écoute, c'est mal sorti. Je vois. Je l'ai coupé. Compris. Elle a regardé le sol, puis m'a regardé. Cole, je ne voulais pas, arrête, ai-je dit. Je comprends. Elle avait l'air soulagée. Elle pensait que j'allais m'écraser et accepter d'être mis sur la touche comme un secret embarrassant. Elle a souri faiblement et a dit qu'elle savait que je comprendrais. Elle a dit que j'étais tellement pratique. C'est ce qu'elle aimait chez moi. J'ai dit, bien sûr. Puis je suis passé devant elle vers la chambre. Attends, où est-ce que tu vas? Elle m'a suivi dans le couloir, ses talons claquant sur le parquet. Cole, qu'est-ce que tu fais? J'ai sorti une valise du placard et j'ai commencé à ouvrir les tiroirs de sa commode. Tu plaisantes, là? A-t-elle répété, sa voix devenant plus forte. Je me suis arrêté. J'ai posé la valise, je l'ai regardée. Tu as jusqu'à jeudi, ai-je dit. Je te mettrai ça par écrit ce soir. Si tu rends les choses difficiles, je ferai venir les flics pour l'expulsion. Elle a vraiment ri. Tu réagis de manière excessive. Arrête d'être aussi dramatique. Tu ne peux pas juste me virer. C'est ma maison. Tu n'es sur aucun bail. Tu as emménagé en tant qu'invité, et maintenant je te demande de partir. J'ai gardé ma voix plate. Tu as jusqu'à jeudi soir. La couleur a quitté son visage. Tu romps avec moi. Oui. Tu peux rester dans la chambre d'amis ce soir si tu en as besoin, mais je veux que tu sois parti d'ici jeudi soir. Elle a commencé à pleurer. Tu es tellement cruel. C'est un malentendu. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ça suffit. J'ai marché jusqu'à mon bureau, j'ai attrapé un bloc-notes, et j'ai rédigé un avis simple. Date. Son nom. Jeudi soir pour libérer les lieux. Ma signature. Je le lui ai tendu. Voilà ton avis écrit. Elle a attrapé mon bras, m'a demandé d'arrêter, a dit qu'on pouvait en parler. J'ai retiré mon bras. Rien à dire. C'est là que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. La voix de Deacon est venue du couloir. Yo, Cole, j'ai ramené cette clé dynamométrique. T'es là?
Timing parfait. On avait prévu qu'il passe ce soir-là pour qu'on puisse bosser sur ma moto. Il est arrivé dans l'encadrement de la porte de la chambre, a jeté un coup d'œil à la scène. Blair en pleurs, moi debout les bras croisés et son visage est passé de la confusion à la compréhension. Waouh, qu'est-ce que j'ai raté, a-t-il demandé. Je lui ai fait la version courte. Deacon a regardé le papier dans la main de Blair. C'est l'avis d'expulsion? Ouais. Tu es le témoin. Jeudi. Il a hoché la tête lentement. Propre. Blair a passé l'heure suivante à alterner entre pleurs, négociations et menaces d'appeler la police. Deacon lui a calmement dit qu'elle pouvait appeler qui elle voulait. L'avis était légal. Le délai était raisonnable. Elle n'avait pas de bail, pas d'accord de locataire, rien. Elle avait emménagé en tant que petite amie, pas en tant que locataire. Règles différentes. Elle a appelé Kendall, l'a mise sur haut-parleur comme si elle appelait des renforts. Kendall a commencé à hurler que j'étais un psychopathe, que Blair devrait appeler la police tout de suite, que c'était un comportement abusif. Deacon a pris le téléphone des mains de Blair, l'a mis à son oreille, et a dit « Eh, c'est Deacon. Elle a jusqu'à jeudi pour déménager. Si tu veux aider, viens la chercher. Sinon, arrête de gueuler. » Il a raccroché et a rendu le téléphone. La bague a suivi. Blair l'avait laissée sur le comptoir de la salle de bain quand elle s'était douchée ce matin-là. Je suis allé à la salle de bain, j'ai attrapé la boîte de la bague, et je suis revenu. Ça aussi, ça part, ai-je dit. Les fiançailles sont terminées. La bague retourne chez le bijoutier. Elle s'est jetée dessus. J'ai reculé. 8,000 $. Ce n'est plus à toi. C'est ma bague. Tu me l'as rendue. Je la rapporte demain. Elle m'a traité de monstre. Deacon a haussé les épaules et a dit, il t'a donné jusqu'à jeudi. C'est plutôt raisonnable. Elle n'est pas restée dans la chambre d'amis. Elle a appelé ses parents vers 22h et a demandé qu'on vienne la chercher. Gérald est arrivé vers minuit. Nous avons parlé 5 minutes, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il avait l'air épuisé, a hoché la tête, puis l'a aidé à charger ce qu'elle pouvait faire entrer dans le SUV et est partie. Au cours des 2 jours suivants, elle est revenue 2 fois avec sa mère pour récupérer plus d'affaires. Je suis resté à l'écart, je les ai laissés prendre tout ce qui était à elle, je n'ai pas discuté, je n'ai pas participé, je n'ai pas dit un mot. Meredith m'a foudroyé du regard tout le temps. Gérald est venu une fois le 2e jour. Il avait juste l'air fatigué. Quand il chargeait le dernier des cartons, il s'est approché de moi. Si ça peut te consoler, a-t-il dit doucement pour que Meredith ne puisse pas entendre, je comprends. J'aurais fait la même chose. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Il m'a serré la main, est monté dans la voiture, et est parti. Le jeudi soir, elle était partie. La maison était calme, semblait plus grande d'une certaine manière, même si rien n'avait vraiment changé. Blair s'est tenu au bout de mon allée lors de ce dernier voyage et m'a dit que j'allais regretter ça, que j'avais gâché ma seule chance de bonheur. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé monter dans la voiture. Deacon est passé ce soir-là, s'est assis sur mon porche avec 2 verres, m'en a tendu un alors que le soleil se couchait. Ça va? A-t-il demandé. Ouais, ai-je dit. Ça va. Le lendemain matin, je me suis mis au travail, pas le travail de ligne. De la destruction administrative. D'abord, les prestataires du mariage. J'avais payé les acomptes. Mon nom était sur les contrats. Un par un, je les ai appelés. Le lieu, le traiteur, le fleuriste, le DJ, le photographe. J'ai expliqué que le mariage était annulé. La plupart d'entre eux étaient compréhensifs. Quelques-uns ont essayé de me convaincre de reporter au lieu d'annuler purement et simplement. Je leur ai dit qu'il n'y avait rien à reporter. La relation était terminée. J'ai signé les formulaires d'annulation qu'ils m'ont envoyés par email, accepté les remboursements partiels disponibles, et j'ai rayé chacun d'eux de ma liste. J'ai sauvegardé chaque email de confirmation dans un dossier, juste au cas où. Les acomptes que ses parents avaient versés? Disparus. Non remboursables. Environ 8,000 $ partis en fumée parce que leur fille ne pouvait pas fermer sa bouche sur ce que ses amis pensaient vraiment de moi. Ce n'était pas mon problème. Je ne leur avais pas demandé de contribuer. Ils avaient insisté. Meredith en avait fait tout un plat,
parlant de tradition familiale et de l'importance pour la famille de la mariée de participer. Meredith m'a appelé le lendemain après-midi. J'ai laissé aller sur la messagerie. Elle a rappelé. Messagerie. La troisième fois, j'ai décroché juste pour en finir. Elle était furieuse, hurlait, exigeait de savoir ce que je pensais faire. Elle a dit que je n'avais aucun droit de tout annuler sans leur demander d'abord. Elle a dit que j'avais humilié leur famille. Elle a dit que Gérald avait fait des heures supplémentaires pour contribuer à ce mariage, qu'ils avaient puisé dans leurs économies, et maintenant, à cause de mon ego, parce que je ne pouvais pas supporter une petite critique, ils allaient tout perdre. Je lui ai dit de demander à Blair pourquoi elle avait accepté de me désinviter d'un mariage pour que son ex-trompeur puisse se sentir à l'aise. Puis je lui ai souhaité une bonne journée et j'ai raccroché. Elle a essayé de rappeler 4 autres fois. J'ai bloqué le numéro. Ensuite, la voiture. Le prêt était à mon nom. Le titre de propriété était à mon nom. L'assurance était à mon nom. J'ai envoyé un SMS à Blair une fois, la voiture est à mon nom. Tu as jusqu'à vendredi pour sortir tes affaires. Après ça, je la reprends. Elle a répondu par un pavé de texte que je n'ai pas lu. J'ai mis la conversation en sourdine. Vendredi est arrivé. Elle n'y avait pas touché, alors je l'ai mise sur Facebook Marketplace. J'ai eu 3 offres le samedi matin. J'ai rencontré un gars sur le parking d'une épicerie cet après-midi-là. J'ai signé le titre. J'ai déposé le chèque. J'ai remboursé le solde du prêt restant, j'ai empoché la différence. Terminé. Puis est venue la partie mesquine. La partie qui a failli faire recracher son café à 10 cons quand je lui ai raconté. Nous avions un site web de mariage. Un de ces domaines personnalisés où vous postez votre histoire, votre liste de cadeaux, votre calendrier, les directions pour le lieu. Blair avait choisi le modèle. Elle avait écrit les textes. Elle avait téléchargé les photos. Mais j'avais payé l'hébergement, et le compte était à mon nom. Elle n'avait jamais pris la peine d'obtenir les infos de connexion parce que c'était des trucs techniques, et les trucs techniques, c'était mon rayon. Je n'ai pas supprimé le site. Je n'ai rien posté de méchant. J'ai juste changé la bannière de la page d'accueil de Cole et Blair 14 juin à événement annulé en grosses lettres majuscules. J'ai supprimé tout le reste du contenu. J'ai laissé l'URL active pour que quiconque l'ayant mise en favori ou l'ayant dans ses emails ne voit que 2 mots en cliquant, événement annulé. Pas d'explication, pas de drame, juste 2 mots qui disaient à tout le monde tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Blair avait partagé ce lien partout. Il était dans sa signature de mail au travail. Elle l'avait envoyé par SMS à chaque membre de sa famille. Elle l'avait mis dans le groupe de discussion avec ses amis de l'université. Et maintenant, quand n'importe laquelle de ces personnes cliquait dessus, elles avaient la mise à jour sans que j'aie à dire un mot. Quand Dicon a vu ça, il a juste hoché la tête. J'aime ça. Laisse la rumeur faire tout le boulot. En 24 heures, les gens ont commencé à poser des questions. Les amis de Blair l'ont remarqué. Ils l'ont contactée. Elle a dû expliquer encore et encore ce qui s'était passé. Chaque fois qu'elle racontait l'histoire, elle devait admettre que les fiançailles étaient annulées. Chaque fois qu'elle l'admettait, elle devait décider quelle part de vérité inclure. Mais Daniel a vu le site web avant tout le monde. Elle m'a envoyé un SMS ce même après-midi, quelques heures après que je l'ai changé, demandant si ce qu'elle avait entendu était vrai. Je lui ai donné la version courte, restée factuelle, sans broder, que Blair m'avait désinvité parce que Kendall et Aubrey pensaient que j'étais un déclassement par rapport à Preston, qu'elle était d'accord avec elle, et que j'avais mis fin aux fiançailles à cause de ça. Daniel était horrifié. Elle m'a dit que Kendall s'était porté volontaire pour aider avec la liste des invités comme une faveur, et que Daniel n'avait jamais approuvé de supprimer mon invitation. Elle avait supposé que je venais. Trevor m'attendait. Elle s'est excusée un tas de fois, a dit qu'elle se sentait très mal, a dit qu'elle avait toujours pensé que Blair et moi, c'était du solide. Elle a aussi dit qu'elle allait avoir une discussion avec Kendall lors du dîner de répétition. Cette discussion a apparemment eu lieu devant tout le monde. Trevor m'a fait le compte-rendu par SMS en temps réel. Daniel a confronté Kendall devant tout le monde. Elle a demandé pourquoi elle avait pris sur elle de décider qui pouvait venir à son mariage. Kendall a essayé de jouer l'innocente. A dit qu'elle essayait juste d'aider. A dit qu'elle pensait faire ce que Daniel voudrait. Daniel n'y a pas cru. Elle a demandé directement à Kendall si elle avait dit à Blair de me désinviter à cause de Preston.
Kendall n'a pas pu le nier. Toute la salle est devenue silencieuse. Daniel a dit à Kendall et Aubrey qu'elle ne faisait plus partie du cortège, qu'elle pouvait venir à la cérémonie comme invitées ordinaires si elle voulait, mais qu'elle ne se tiendrait pas à ses côtés. Elle ne ferait pas de discours. Elle ne serait pas sur les photos. Elles sont parties, ont fait une énorme scène en sortant. Aubrey a renversé un centre de table. Kendall a traité Daniel d'ingrate et de dramatique. Tout le restaurant les a regardés sortir en trombe comme des gamins qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Preston, qui était encore invité on ne sait comment, était assis là, l'air de vouloir disparaître dans le sol. Trevor a dit qu'il est parti tôt et n'est pas venu au mariage proprement dit. La cérémonie s'est déroulée sans les jumelles Poison. Trevor a dit que c'était magnifique. Daniel avait l'air heureuse. Ils m'ont envoyé une part de gâteau dans une petite boîte avec un mot qui disait « Désolé pour le drame ». Tu méritais mieux. Deacon et moi avons mangé le gâteau en regardant le match ce dimanche-là. C'était un excellent gâteau. Au cours des jours suivants, toute l'histoire s'est répandue. Blair a créé un compte Instagram de secours et a commencé à poster des trucs vagues sur la trahison et la masculinité toxique, et comment certaines personnes montrent leur vrai visage quand on a le plus besoin d'elles. Les commentaires étaient un mélange d'amis solidaires qui ne connaissaient pas toute l'histoire et de gens confus demandant ce qui s'était passé. Ses amis se sont ralliés autour d'elle au début. Kendall a posté un long coup de gueule sur le fait que Blair avait évité une balle, que certains hommes ne peuvent pas gérer les femmes fortes, que c'était en fait une bénédiction déguisée. Aubrey a partagé ça avec des émojis flammes. Mais une fois que la rumeur a couru sur ce qui s'était vraiment passé au dîner de répétition, le récit a changé. Je n'ai rien eu à faire d'autre. La rumeur a fait le reste. Blair s'est présentée sur mon chantier 4 jours après le mariage de Daniel. Elle avait attendu au dépôt ce matin-là, regardé mon équipe chargée, puis suivi mon camion jusqu'au site. Je n'avais pas remarqué qu'elle nous suivait, trop concentrée sur la journée à venir. J'étais à 15 mètres de haut sur un poteau dans un quartier résidentiel, en train de remplacer une traverse qui avait été endommagée par une tempête. Je transpirais sous mes couches de vêtements à cause de l'escalade, mon souffle faisait de la buée dans le froid, et j'étais concentré à ne pas mourir quand j'ai entendu du raffut en bas. Mon chef d'équipe, un gars nommé Raphaël, qui faisait ce boulot depuis plus longtemps que je n'étais en vie, m'a appelé par radio et m'a demandé si je connaissais la femme qui perdait la tête à côté de mon camion. J'ai regardé en bas, vu sa voiture garée illégalement dans la zone de travaux, je l'ai vu faire les 100 pas. J'ai dit à Raphaël, ouais, malheureusement. Il a demandé si je voulais qu'il s'en occupe. J'ai dit que je m'en chargerais et j'ai fini la connexion sur laquelle je travaillais. J'ai sécurisé mes outils, je suis descendu du poteau, un pas prudent à la fois. Blair attendait à côté de mon camion quand j'ai atteint le sol. Elle avait l'air mal en point, cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée, pantalon de yoga, et un t-shirt froissé. Elle n'a pas attendu que je détache mon harnais. Tu m'as humilié, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Tu as détruit ma réputation. Tu as coûté des milliers de dollars à mes parents. Tu as ruiné mes amitiés. Tu es content maintenant? J'ai enlevé mon casque, je l'ai posé dans la benne du camion, je n'ai rien dit. Elle a pété les plombs. Elle a commencé à crier qu'elle m'avait tout donné. Qu'elle s'était abaissée pour être avec quelqu'un comme moi. Que ses amis l'avaient prévenue dès le début que je n'étais pas assez bien, et qu'elle m'avait défendu quand même. Raphaël et le reste de mon équipe sont soudainement devenus très intéressés par la vérification de l'équipement de l'autre côté de la rue. Mais je savais qu'ils écoutaient. J'ai attendu qu'elle soit à bout de souffle. Puis j'ai demandé quand exactement elle m'avait défendu. Elle a dit que ce n'était pas comme ça, qu'elle avait été sous pression, que Kendall et Aubrey lui avaient cassé les oreilles constamment pendant des mois, lui disant qu'elle pouvait trouver mieux, lui disant que Preston était toujours intéressé. Elle a dit que Preston l'avait contacté quelques fois, avait dit qu'elle lui manquait, avait dit qu'il avait fait une erreur en la laissant partir, qu'elle avait été confuse. J'ai demandé si elle lui avait répondu par SMS. Elle a hésité. Ouais, ai-je dit. C'est bien ce que je pensais. Elle a dit qu'il ne s'était rien passé, que c'était juste des discussions, de vieux amis qui prenaient des nouvelles, pour tourner la page. Elle a dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Je n'ai pas argumenté avec elle. Je n'en voyais pas l'intérêt. Elle a recommencé à pleurer. A dit qu'elle avait fait une erreur. Qu'elle m'aimait. Qu'elle voulait arranger ça. Qu'elle ferait n'importe quoi. Que ses parents étaient furieux contre elle. Que Kendall et Aubrey l'avaient laissé tomber.
Qu'elle n'avait plus rien. Je l'ai regardée pendant un long moment. Cette femme que j'avais prévu d'épouser. Cette femme qui m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que je n'étais pas assez bien. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. Je l'ai été pendant environ 12 heures. Puis j'ai réalisé que tu m'as montré qui tu étais avant que je ne t'épouse. Ça vaut quelque chose. Elle a dit que j'étais dur. Je suis juste honnête. Elle a demandé s'il y avait une chance. N'importe quel moyen d'arranger ça. N'importe quoi. J'ai levé mes mains. Je lui ai laissé voir les callosités, les cicatrices, la saleté qui ne part jamais complètement au lavage. Ses mains ont payé tes dettes. Ont mis une bague à ton doigt. Et tu as dit à tes amis qu'elle n'était pas assez bien pour se montrer à un mariage. J'ai laissé tomber mes mains. C'est fini nous deux. Elle est restée là un moment, les larmes coulant sur son visage. Puis elle s'est retournée et a marché jusqu'à sa voiture, s'est assise à la place du conducteur pendant 10 minutes sans bouger. Puis elle est partie. Raphaël s'est approché, m'a tendu une bouteille d'eau, n'a rien dit. J'ai bu l'eau et je me suis remis au travail. 2 mois plus tard, la vie était revenue à quelque chose comme la normale. Ma normale. Quoi qu'il en soit, la maison semblait différente sans elle. Plus calme, évidemment, mais aussi plus propre. J'ai réorganisé les meubles, j'ai enlevé certaines des décorations qu'elle avait choisies, j'ai mis quelques trucs que j'aimais vraiment, j'ai fait en sorte que l'endroit me ressemble à nouveau parce que c'était chez moi. J'avais obtenu le remboursement de la bague de fiançailles. 8 000 $ de retour dans ma poche, moins des petits frais de restockage. Le bijoutier n'a même pas demandé pourquoi. Il a dit qu'il avait déjà vu ça. Jeune couple, grand rêve, la réalité frappe. Il a traité le retour et m'a souhaité bonne chance. J'ai utilisé l'argent pour acheter un pont élévateur hydraulique pour mon garage. Dicon et moi avons passé tout un week-end à l'installer, à râler et à rire, et à manquer de lui écraser la main 2 fois, mais on l'a fait. Et maintenant, je pouvais travailler sur les motos sans me démolir le dos. J'ai acheté une deuxième moto projet juste pour remplir l'espace. Une Honda CB 750 de 1976 qui avait besoin d'une révision complète. Parfait. Le travail était stable. Les gars de mon équipe avaient entendu l'histoire maintenant. Ils ne fouinaient pas, faisaient juste des blagues et passaient à autre chose. Raphaël m'a dit que sa première femme l'avait quitté pour un vendeur de voitures. Il a dit que c'était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée parce que sa deuxième femme valait 2 fois l'autre et lui donnait moitié moins de maux de tête. J'ai apprécié ça. Mes parents ont mieux pris la nouvelle que ce à quoi je m'attendais. Maman était en colère au début. Elle l'avait vraiment aimé ou elle avait aimé qui elle pensait qu'elle était. Papa a juste secoué la tête et a dit, mieux vaut le découvrir maintenant que dans 10 ans avec des enfants. Il n'avait pas tort. Ils m'ont invité à dîner tous les dimanches pendant un mois d'affilée. Ils n'ont pas insisté. Ils se sont juste assurés que je n'étais pas seul. Dicon venait presque tous les week-ends. On pêchait, on bossait sur les motos, on regardait des matchs, on faisait griller des steaks dont Blair se serait plainte qu'ils étaient trop saignants. Il avait commencé à sortir avec une infirmière nommée Elena, rencontrée lors d'un don du sang. Elle était vraiment cool. Elle n'avait pas ce truc de fausse gentillesse. Elle m'a même aidé à purger les freins de la Honda une fois. Elle a dit que son père était mécanicien et que le travail manuel lui manquait. J'ai dit à Dicon de ne pas la lâcher celle-là. Quant à Blair, j'ai entendu des bribes par le téléphone arabe. Trevor me tenait au courant même si je lui ai dit qu'il n'était pas obligé. Elle était retournée vivre chez ses parents. Pas le choix. Elle ne pouvait pas se permettre un loyer nulle part sans mon argent derrière elle. Et elle n'avait pas économisé un centime tout le temps où nous étions ensemble. Pourquoi l'aurait-elle fait? Je couvrais tout. Meredith était furieuse, apparemment. Elle continuait de rappeler à Blair combien d'argent ils avaient perdu en acompte. Gérald était plus calme à ce sujet, mais c'était presque pire. Il avait juste l'air déçu. Trevor a dit qu'il avait croisé Gérald à la quincaillerie quelques semaines plus tard, et Gérald avait secoué la tête et dit « J'aimais bien ce gamin ». Elle a vraiment merdé. Après avoir vendu la voiture, Blair s'est retrouvé coincé à conduire la vieille berline de sa mère, une Camry de 12 ans avec une bosse dans le pare-choc arrière et sans clim fonctionnel, une voiture dont elle se serait moquée il y a 1 an. Kendall et Aubrey ne l'ont pas laissé tomber tout de suite. Au début, elles étaient juste occupées, ne pouvaient pas venir au brunch, avaient d'autres plans, l'éloignement progressif. Puis après l'explosion du dîner de répétition,
l'éloignement s'est transformé en blocage total. Elles ont blâmé Blair pour toute l'affaire. On dit qu'elle n'aurait pas dû me parler de la désinvitation. Elles ont trouvé une remplaçante pour leur groupe de brunch en moins d'1 mois. Une fille de leur cours de pilates. Blair l'a découvert via Instagram. Le boulot à l'hôtel est devenu compliqué. Trevor a entendu par Daniel que Blair avait des difficultés au travail, arrivait en retard, ratait des échéances. Ils l'ont retiré des grands événements, lui ont donné de plus petits comptes. Environ 3 mois plus tard, elle est partie pour poursuivre d'autres opportunités. Je suppose qu'ils lui ont donné le choix entre démissionner ou se faire virer. Elle a essayé de me contacter via des amis communs quelques fois, essayant d'obtenir une seconde chance. Les gens n'ont tout simplement pas répondu pour la plupart. Daniel lui a dit qu'elle avait eu sa chance. Je n'ai pas eu pitié d'elle. Elle a fait ses choix. Elle doit vivre avec. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle pense mériter. Ce n'est plus mon problème.